Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo que j'attendais, que beaucoup attendaient. Une vidéo, ma review sur le film Spider-Man Brave New Day, le tout dernier film du MCU. Voilà. Tout d'abord, avant de vous donner mon avis, je vais vous exposer mes attentes vis-à-vis du film. Voilà, j'avais certaines attentes. Alors tout d'abord, ce que j'attendais de ce film, c'était juste d'avoir un bon film. Parce que qui dit film du MCU, voilà, c'est pas forcément gagné. On a eu du bon comme du très mauvais. On est passé par plusieurs émotions dernièrement dans ces dernières phases du MCU. On a eu de très bons films comme les Thunderbolts, les 4 Fantastiques, Deadpool et Wolverine, j'ai bien aimé. Gardien de la Galaxie 3 qui était plutôt sympathique aussi. On a eu des choses un peu moins bien du côté Ant-Man, Quantumania, The Marvels, des choses qui sont des films qui sont moins intéressants et moins qualitatifs. Étant donné le passé de ce Tom Holland dans le MCU, voilà, on a eu du Homecoming qui est qui est plutôt axé film teenager avec un Spider-Man plutôt jeune adolescent. On a un Spider-Man Far From Home euh, où on a toujours ce ton un peu adolescent, même si le personnage évolue et qu'on a un Mysterio derrière qui est assez sympathique. On a ce film de ouf pour tous les fans de Spider-Man, qui est Spider-Man No Way Home, mais voilà, qui en soi n'a pas un scénario à la hauteur d'un film Spider-Man, même si le film est génial pour tout ce qu'il est dans son fan service. Voilà, et de revoir d'anciens acteurs revenir sur grand écran, c'était génial, mais on peut pas dire que d'un point de vue scénaristique, ce soit vraiment réussi. Donc j'attendais juste un bon film Spider-Man. On nous a montré aussi dans les bandes annonces de nombreuses connexions avec certains personnages. On a vu dans la bande-annonce du Punisher, on a vu du Banner, voilà, on a vu quelques personnages à droite à gauche. Je voulais que les interactions avec les personnages soient cool, que ces personnages-là soient bien intégrés, bien utiles, et voilà, c'est ce que je voulais. Je me demandais aussi comment ils allaient traiter le sujet MJ et Ned, qui sont présents dans le film mais qui ne se rappellent plus de Peter. J'avais hâte de voir comment ils allaient traiter le sujet MJ et Ned. Euh, Est-ce que ça allait être bien fait? Est-ce que ça allait être lourdingue? Je voulais voir ça. Et aussi, dans la globalité de la fin dans la globalité du MCU et surtout sa fin avant Avengers, je voulais voir comment le film allait nouer le lien avec son univers. Voilà à peu près les attentes que j'avais du film, de bien réussir tous ces sujets-là. Tout de suite, on va passer rapidement à mon avis sans spoiler. Et bah franchement, ça fait plaisir. On a eu enfin un bon film Spider-Man. Alors je ne dis pas que les autres films Spider-Man sont mauvais, mais celui-là, il respire à 200% le Spider-Man, le Peter Parker. Voilà. On a un Spider-Man qui est vraiment ancré dans son personnage, qui n'est pas un ado maladroit, qui a vraiment une profondeur, qui a à la fois des problèmes de vie personnelle et une vie de super-héros à gérer. Donc, rien que pour ça, déjà, j'avais l'impression de retrouver un vrai Spider-Man à l'écran, et ça m'a fait très plaisir. Pour tous les fans, je pense que tous les fans qui ont vu ce film vous diront qu'on retrouve un Spider-Man qui est authentique et qui correspond à ce que doit être un bon Spider-Man. Comme je disais, on a un Peter qui est quand même aujourd'hui un peu plus adulte. En même temps, Tom Holland a grandi, enfin, Tom Holland a avancé dans l'âge. Il a aujourd'hui à peu près la trentaine, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on attendait aussi un Spider-Man un peu plus mature. On a enfin ce Tom Holland qui incarne un Spider-Man adulte. Vraiment, on voit qu'il y a une nouvelle direction. On sent que Marvel a voulu s'éloigner un peu de ce Spider-Man très très jeune des 3 premiers films. Et que depuis la mort de Tante May,
dans No Way Home, le fait qu'il ait vécu 4 ans sans le lien avec MJ et Ned. Voilà, on sent la maturité dans le personnage, et ça, c'est cool. Personnellement, j'ai vu le film en 3D, en Dolby 3D, et j'avoue que, franchement, c'était plutôt joli en 3D. Je sais pas ce que vaut le film et les effets spéciaux en version simple, normale, mais pour le coup, en 3D, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de plans. Notamment, on retrouve pas mal de plans de voltige à travers la ville, tout ça, et les profondeurs avec les gratte-ciel new-yorkais. Franchement, c'était plutôt cool à voir. J'ai trouvé que les effets spéciaux sont vraiment à la hauteur. On nous a pas fait de CGI trop dégueulasse. On sent que ils ont mis le budget, ils ont voulu soigner les effets, et ça se voit que qu'ils nous ont pas pris pour des buses. Au niveau de la musique du film, je fais juste un petit point là-dessus, puisque j'ai pas trouvé qu'il y avait de thèmes hyper marquants. Voilà, on a dans une séquence un peu émotion, on a un beau piano qui est joué à un moment donné, mais à part ça, je trouve que pour un film de super-héros à la Spider-Man, il manque un peu parfois de musique épique, de musique de type super-héroïque. Ça manquait parfois un peu d'un thème musical marquant, c'est un peu dommage. Je pense que le même film accompagné avec un bon compositeur, une belle musique tout le long du film, ça aurait pu vraiment élever encore plus le niveau du film. Mais bon, ça c'est un petit détail. Mais surtout, le plus important, on a un scénario qui a été réfléchi, qui se tient de A à Z. Franchement, voilà, on a tous tout le long tout le déroulé du film, on est en attente de découvrir certains éléments, certains personnages. Voilà, on veut en voir plus. Je trouvais que globalement, c'était plutôt bien ficelé, sans être dans un scénario hyper complexe non plus, mais c'est simple, c'est épuré, c'est efficace. Il n'y a pas de moment vraiment creux, tout est bien rythmé, c'est dynamique, c'est cool. Donc sincèrement, voilà, cet avis sans spoiler pour vous dire que si vous hésitiez à aller voir ce film, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous êtes fan des Spider-Man, notamment de la première génération avec Tobey Maguire, avec Andrew Garfield, et que vous n'êtes pas fan de Tom Holland, de son interprétation de Spider-Man. Là, on est sur quelque chose de nouveau, et je pense que ça renoue un peu plus avec l'esprit des autres films. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Tout de suite, on va passer à la partie avec spoiler. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous avez vu le film. Donc, à partir de maintenant, ça va spoiler. Le film s'ouvre avec un Spider-Man donc qui est, on nous explique qu'il est actif depuis plusieurs années. Je crois qu'ils disent 4 ou 5 ans à peu près. Et on nous montre à peu près tout ce qu'on avait vu dans cette bande-annonce. Voilà, tous les plans avec certains méchants, avec des reprises de couverture de comics. Toute cette partie-là où il est avec son téléphone et il voit les stories de Ned et de MJ. Tout ça, c'est vraiment... La majorité des plans qu'on a vus dans la bande-annonce sont vraiment à peu près les 5 premières minutes du film. Et j'ai bien aimé le fait que dans la bande-annonce, il nous ait pas montré trop d'éléments, que tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce soit assez vite remontré à l'image, qu'on enchaîne ensuite sur de la nouveauté pure, et ça c'était cool. Donc comme je disais dans la partie non-spoil, on retrouve un Tom Holland, un Spider-Man qui est beaucoup plus proche des anciennes versions. On a beaucoup de clins d'œil à la version Tobey Maguire, on a des clins d'œil à la version Andrew Garfield, notamment on a un Spider-Man plus mature, plus concentré sur ce qu'il ressent. On va avoir donc sa mutation qui va lui amener des toiles organiques comme Tobey Maguire. On va avoir un costume qui est moins CGI collé au corps, hyper moulant, mais un peu plus texturé, un peu plus voilà, un peu plus extensible, un peu plus flottant, on va dire, à la Andrew Garfield.
On retrouve quelques passages où il s'amuse à faire des vannes avant de taper un méchant, avant de taper des gardes, de faire quelques vannes, de faire des étirements, voilà, des choses qu'on voyait plus avec la version Andrew Garfield. Voilà, je pense qu'ils se sont dit, on prend ce que les gens aimaient de la version Tobey Maguire, on prend ce que les gens aimaient de la version Andrew Garfield, et on part là-dessus pour cette version de Spider-Man avec Tom Holland. Pareil, on a le moment où MJ embrasse Peter, et on a le relevé de masque. Alors, il est pas à l'envers, mais bon, tu sens que voilà, c'est des petites références comme ça. Il y a même le moment où il galère avec ses toiles, ça nous fait penser au tout premier Spider-Man de Sam Raimi, où on a tout un passage où il a du mal à s'en sortir avec ses toiles, quoi. C'est tout nouveau pour lui. Et ben là, on retrouve un peu cet esprit-là. Donc tout ça, ça fait plaisir. C'est pas trop fanservice, c'est juste mis là. C'est bien fait, ça dure pas des plombs. C'est juste ce qu'il faut, c'est cool. Pareil, je le disais aussi, mais on retrouve des scènes de voltige à travers les buildings de New York. On retrouve cet esprit, un Spider-Man qui se balance entre les buildings, qui fait des pirouettes, voilà, c'est ça Spider-Man aussi, c'est des plans vus du ciel de New York où t'as Spider-Man qui fait des cabrioles. Et ça, c'est vrai que ça manquait un peu dans la version Tom Holland. Concernant les attentes que j'ai évoquées avant pour la partie Ned MJ, j'avais très très peur que MJ et Ned soient un poids pour le film, qu'ils soient contractuellement ici, mais que le scénario ne sache pas forcément comment les exploiter, comment bien les exploiter. Alors autant Ned est plutôt mis de côté, je trouve, pendant la majorité du film, autant MJ est super bien exploité. Ils ont réussi à trouver une bonne idée pour que Tom Holland et Zendaya passent un maximum de temps à l'écran, tout en n'effaçant pas complètement ce qui s'est passé à la fin de No Way Home. Voilà, elle n'a toujours pas la mémoire. Il garde cette relation d'inconnu à inconnu. Lui doit la sauver parce qu'il l'aime. Elle ne sait pas du tout qui il est, qu'est-ce qu'il fout là, pourquoi il la sauve. Bon, alors ça va se dérouler, ça se comprend au fur et à mesure. Elle commence à comprendre, voilà, au fur et à mesure, parce qu'elle est pas bête. Et j'ai eu très peur au moment où MJ embrasse Peter. Je me suis dit, allez, ça y est, hop, ils vont effacer tout ce qui s'est passé comme ça en un clin d'œil. Ce n'est pas le cas, c'est habilement retourné. J'ai très bien aimé aussi un moment qu'elle lui dise, certes, on a peut-être été ensemble avant, mais moi, tu es un inconnu à mes yeux, et je ne t'aime pas, je ne suis pas amoureux de toi. Et je me suis dit, oh putain, c'est pas mal. J'aimerais bien. À ce moment-là, je me suis dit, peut-être c'est la fin de MJ, qu'on va passer peut-être à genre une Gwen Stacy ou autre chose. Mais non, je pense pas, parce que je pense que voilà, tant que Tom Holland et Zendaya seront en couple dans la vraie vie, je pense qu'on aura toujours cette relation avec MJ, et je pense qu'elle va renaître d'une manière un peu plus subtile, un peu plus romancée, mais avec une écriture un peu plus mature, plutôt qu'une espèce de romance d'adolescent, comme c'était le cas un peu dans la précédente trilogie. Pour résumer, ils ont très bien traité le Ned et MJ. Bon, à la fin, ils redeviennent amis, quand même, mais ils ne sont toujours pas... Ils n'ont pas récupéré les souvenirs d'avant, et donc on démarre, en fait, quasiment sur une nouvelle relation, en fait. Et j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. J'espère que ça va pas être effacé, puisqu'à la fin, Ned lui refait son check. Alors j'espère que ça va pas être le truc de oh putain, on a refait le check et ça y est, je me remémore tout ce qu'on a vécu ensemble. J'espère que ça va rester de nouveaux amis, partir sur un nouveau départ. J'aime bien ce renouveau. Enfin, on garde les mêmes acteurs, mais on n'efface pas ce qui s'est fait avant. Et on doit reconstruire cette relation. J'ai bien aimé l'idée. Et surtout, est-ce que MJ va finir par retomber amoureuse de Peter? À mon avis, oui, mais
d'une manière, comme je disais, d'une manière un peu plus tranquille, un peu plus subtile. On a le sujet de la mutation de Peter qu'on avait un peu vu dans la bande-annonce, notamment le moment où il se réveille torse nu dans une espèce de cocon de toile, le passage avec les yeux noirs. Voilà, on avait un peu ces théories-là de Peter qui allait muter, donc c'est complètement le cas. Pareil, je trouvais que c'était une très bonne idée pour faire évoluer le personnage. Voilà, le film crie que ce Spider-Man est désormais un vrai Spider-Man adulte et qui est mature et qui développe une nouvelle... voilà, c'est un nouveau Spider-Man. C'est le même gars, c'est le même visage, c'est le même gars, mais humainement et dans ses pouvoirs, il renaît en fait. Et ça, je pense que c'est un peu le message du film. Et c'est plutôt bien fait, totalement cohérent avec le délire des araignées. Je crois que c'est une idée qui existe déjà dans les comics, si je dis pas de bêtises. Mais là, de l'exploiter comme ça, c'était très bien joué. Donc on a ces nouveaux gènes arachnéens qui vont complètement le perturber et prend le dessus parfois sur lui. J'ai adoré le passage où il perd le contrôle contre le scorpion. Pendant le film, je me disais, ok, il va essayer notamment avec la puce qui s'intègre, je me suis dit, il va avoir du mal il va bloquer le contrôle et à la fin il va exploser, il va devenir foudrage, ça va être genre un Spider-Man berserker, tu vois. On l'a eu un petit peu, mais en fait c'est plus à la fin il arrive à maîtriser et à s'associer avec ces nouveaux gènes arachnéens. J'aurais bien aimé que vraiment il explose je sais pas, de colère ou quoi, qu'il ait vraiment un moment un peu à la Hulk, quoi, de dire, c'est vrai que ça part en vrille. Il l'a un petit peu contre le Scorpion, et ça, c'était vraiment cool. Et surtout, on voit la puissance de ce nouveau Spider-Man. C'est pareil, c'est habilement fait. On a des guns anti... les membres du Damage Control ont des armes anti-Spider-Man pour défaire ses toiles. Et on voit qu'avec ces nouvelles toiles organiques, il arrive, elles sont beaucoup plus, j'imagine, puissantes, solides, stables, et elle déjoue ses armes anti Spider-Man. Mais aussi avant, on a tout un moment où il fracasse la porte pour aller rejoindre Jean Grey, et en fait, il n'y arrive pas, tout simplement, et quand il maîtrise tout son pouvoir arachnéen, là, tu vois qu'il déglingue le mur. Donc voilà, on a vraiment un gros power-up de fin sur ce Spider-Man. On sent un peu la puissance, ça va être cool. J'étais un peu frustré que on n'ait pas plus de démonstration de cette nouvelle puissance, puisqu'au final, à part déglinguer la porte et quelques membres de la main, assez rapidement. Ensuite, toute la fin du film, il ne fait pas forcément d'exposition de puissance. Je pense qu'il garde ça pour les prochains films et très hâte de voir plus de scènes avec un Spider-Man avec ce niveau de puissance. Voilà, clairement, ça va dépouiller. La puce, on a cette puce de contrôle. Alors, la puce de contrôle de gènes, en fait, de gènes de mutation, voilà, qui permet de réguler et d'activer que certaines parties de ces gènes mutants, on va dire, même si là c'est plus des gènes arachnéens, mais bon voilà, ça fait partie de la mutation de son corps. Idée très cool, surtout qu'elle est cohérente, puisque dans le film précédent, Tom Holland, enfin le Spider-Man de Tom Holland, réussit à réparer la puce du Docteur Octopus, donc il a déjà conscience de cette technologie, il a déjà manipulé cette technologie de puce derrière la nuque qui a un impact sur sur le cerveau. Donc il a déjà cette technologie-là, il l'a adaptée avec le module de Banner, avec la technologie du module de Banner qui permet de réguler un peu la mutation. C'est cohérent en fait, ça se tient. On te sort pas un gadget de... Non, c'est cohérent. Voilà, c'est explicable. Voilà, ça sort pas nulle part. J'ai trouvé ça très cool
qu'il le justifie, quoi. Pareil, toute cette interaction avec Banner cette espèce d'université. Voilà, on a des dialogues qui ont du sens. J'ai trouvé Banner très bien écrit aussi quand il lui dit mais est-ce que réguler ces gènes mutants en toi, est-ce que c'est pas aller contre ta vraie nature? Est-ce que c'est pas aller contre cette nouvelle nature? Comment tu vas faire pour choisir quelle est la bonne et la mauvaise partie de cette nouvelle version de toi qui essaye de s'imposer? Et en fait, bah ouais, c'est tellement cohérent avec le personnage de Banner qui est tout le temps en train de soit se réguler en Dr. Banner, soit en étant Banner dans le corps de Hulk, soit entièrement Hulk. Voilà, donc on comprend que lui a déjà du mal à faire la part des choses dans ce qu'il y a de bon et de mauvais en lui. Et donc, voilà, quand les personnages parlent, tu te dis, bah oui, en fait, c'est normal qu'ils disent ça, c'est intelligent, c'est cohérent, c'est génial. Concernant les personnages qui apparaissent dans le film, on a l'apparition de Black Widow, de la version Yelena, la sœur de Natasha. Alors je m'attendais pas, je crois pas qu'elle était dans la bande-annonce, mais je m'attendais pas à la voir. J'étais agréablement surpris de la voir. Elle fait comprendre que les Avengers sont là pour des causes beaucoup plus importantes que juste le Scorpion, les machins, les petits bandits de ville, ce qui est en soi compréhensible. Après, depuis l'apparition des Thunderbolts et des New Avengers, j'ai envie de dire, quel genre de grosses menaces ils ont affronté. Pour moi, ces nouveaux Avengers là, ils sont là depuis hier matin. Donc voilà. Et puis elle lui dit oui, alors nous, voilà, nous on gère les grosses affaires. Toi, la petite araignée, voilà, tu restes dans ton coin et tu gères les petites. Là, j'ai envie de dire, bon, là Yelena, très gentille, très bon personnage, pas de souci. Redescends un petit peu. Redescends un petit peu. Genre, tu parles à Spider-Man, le mec était un ancien officiel Avengers, genre limite le disciple de Tony Stark. Il est allé combattre Thanos parmi tout le reste. Toi, t'étais où, hein? Et puis, excuse-moi, mais tu restes Black Widow, à part des méthodes de combat à la russe et quelques flingues. Je veux dire, tu parles quand même à... Enfin, ça m'a un peu... Je me suis dit, elle est un peu prétentieuse, quoi. Ouais, nous, tu comprends, les Avengers, oui, nous, c'est le haut de la... Et puis toi, bon, bah, toi, voilà, tu gères tes trucs, quoi. Redescends. Redescends parce que, clairement, tu sais pas à qui tu parles. J'ai pas trop aimé, j'ai pas trop apprécié. Mais sinon, le caméo était toujours appréciable, hein. Voilà, on peut faire un petit lien de rappeler que, hop, là, les New Avengers, ils sont là, ils sont dans la ville. On va reparler de ça. On a vu aussi donc Banner, mais qui dit Banner dans un film dit Hulk. Et quel plaisir de voir un Hulk. Voilà, franchement, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, le gars. Je l'ai vu dans cette espèce de... Alors, je sais pas comment c'est justifiable, mais quelque part, on s'en fout un petit peu. Mais quand j'ai vu ce Hulk qui fait 3 têtes de plus que Spider-Man, là, qui a jamais été aussi grand de sa vie, là, je me suis dit, oh putain, banger. Il m'a fait flipper le Hulk. Pour revenir à Hulk, là, parce que au début, on le voit, donc il est un peu manipulé mentalement, mais il est dans sa forme moitié Hulk, moitié Banner. Ou en tout cas, Banner dans le corps de Hulk. Donc il est plutôt Smart Hulk, quoi. Et je me dis, Banner, il avait pas un fils, lui? Il est pas revenu à la fin de She-Hulk, même si She-Hulk, voilà, à mes yeux, ça n'a jamais existé, mais il est pas censé avoir un fils, une famille, je sais pas quoi. Ça s'est mis dans les placards, ça? C'est pas évoqué dans le film, c'est dommage. Là, il est juste là, professeur, tranquille, et on n'a pas d'explication. Mais bon, le retour d'un Savage Hulk comme ça,
ça m'a fait plaisir. Même si j'ai trouvé que, au final, il se fait un peu redescendre assez facilement, quoi. Parce que, bon, le Hulk Prime, c'est pas en tombant d'un building que, voilà, il a fallu un Hulk, comment c'est il a fallu un Hulk Buster avec Tony Prime, on va dire, pour faire redescendre le Hulk de Avengers 2. Donc là, juste au tombé de... Même s'il a pris quelques punch avant, quelques trucs dans la gueule, voilà, j'ai trouvé que il redescendait un peu trop facilement en Bruce Banner. Et surtout, je me dis aussi, petite question, mais on le voit là dans Spider-Man, on voit à la fin qu'il est plus ou moins hospitalisé. Est-ce qu'il aura sa place dans Avengers Doomsday? Puisque bon, dans les Avengers, il y a quand même 4 persos qui sont jusqu'alors, qui ont toujours été jusqu'alors un peu mis dans les Avengers. Les 4 Iron Man, Thor, Hulk, Captain America. Captain America, on a vu qu'il allait revenir plus ou moins en nomade. Thor, il est là. Iron Man, bon, il est mort, mais on a quand même Robert Downey Jr., machin truc, potentiellement, enfin voilà, le cast est là, quoi. Quid de Mark Ruffalo dans Avengers Doomsday? Je ne sais pas s'il a été annoncé comme faisant officiellement partie du casting, je sais pas. Bref, c'est pas le sujet. On a aussi le Punisher qui est là, mais Punisher qui régale. Franchement, très cool. Alors, très cool dans le film. Un Punisher vraiment sympathique à voir. Par contre, il y a à peine 2 mois de ça, on a vu un Punisher dans un TV spécial, un Punisher qui déglinguait tout le monde. Il y avait du sang, il y avait du membre qui craquait, il y avait des explosages de tête. Là, bon, je peux comprendre que dans un film Spider-Man grand public, avec des enfants potentiellement qui veulent aller voir le film, que tu mettes pas du tête qui explose, du grosse mitrailleuse, je sais pas quoi. Mais ça fait un contraste, quoi. On voit le Punisher version Punisher adulte, enfin pour adulte, et le Punisher version tout âge, quoi. On sent bien le contraste. Mais bon, sinon, il est plutôt cool dans le film. Beaucoup moins noir qu'on a pu le voir dans d'autres séries, dans d'autres apparitions. Il est un peu plus détendu, on va dire. Mais sinon, il est quand même sympa. L'acteur, l'interprète, là, je sais plus, je retiens pas son nom, mais lui, franchement, il est trop fort en Punisher, ça passe trop bien. Et enfin, on arrive sur le personnage de ce film après Spider-Man, c'est Jean Grey, interprété par Sadie Sink, et franchement, incroyable. J'aime bien le fait que on n'ait pas la réponse tout de suite. Voilà, c'est pas au bout de 5 minutes de film, on nous dit hey, c'est Jean Grey, machin truc. Non, on a encore ce mystère-là de ok, c'est une télépathe, ok, machin, il y a de fortes chances que ce soit Jean Grey. Tu la vois, tu l'aperçois, et à un moment, au bout de je sais pas combien de temps de film, quand t'as commencé à bien avancer dans le film, le blaze est lancé, Jean Grey. Et là, juste, ils ont dit Jean Grey, j'ai fait oh yes, let's go. Et putain, mais Sadie Sink, pareil, une masterclass, interprétation d'une Jean Grey, génial, des belles scènes d'émotion, vraiment en termes d'interprétation, c'est trop fort. Ouais, à l'écran, c'est trop fort ce qu'elle fait. Voilà, j'adore le personnage. L'actrice est vraiment très très forte. J'avoue que c'est génial. J'aime bien aussi que ses pouvoirs, voilà, on nous montre des pouvoirs. Au début, on se dit, bon, ok, Jean Grey, on connaît un peu Jean Grey, vas-y. Les pouvoirs, normalement, c'est quasiment voir, ça rivalise avec Charles Xavier, normalement, tu vois. Et là, le fait qu'elle puisse juste prendre le contrôle d'une personne dans un rayon de 10 mètres, tu te dis, bon, c'est un peu léger.
Et au final, à la fin, tu vois que elle prend le contrôle de toute la ville. Et là, tu dis, oui, ça c'est du pouvoir, la Jean Grey. C'est banger. Très, très hâte de voir cette version de Jean Grey dans de prochaines équipes, de prochaines histoires, de prochains films orientés X-Men. Voilà, j'ai très hâte de voir ça. Le petit détail, peut-être que c'est moi qui hallucine, mais le petit chouchou de sa sœur, là, qu'elle récupère, qu'elle a dans la main, il a un vert jaune très, très ressemblant, je dirais, à... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à la tenue officielle un peu des X-Men. Ces tenues vert jaune, un peu comics accurate. Et je me dis que si on peut avoir un film X-Men en live action avec des acteurs à la hauteur comme ça, dans des tenues comics accurate, putain, mais je signe, quoi. Je signe tous les jours. Incroyable. J'aime bien, en fait, aussi le fait que Peter, voilà, part du principe que le damage control a raison, qu'il faut arrêter cette Sadie Sink, enfin, cette Jean Grey, et voilà, il aide le damage control à les arrêter, à l'arrêter elle. Puis ensuite, il se rend compte que finalement, le damage control n'est pas si clair et que, en fait, cette personne-là, Jean Grey, est juste une victime c'est juste elle la victime, en fait. Et donc, il va pour la sauver, elle qui veut se venger contre tout le monde, tous ceux qui lui ont fait du mal, ceux qui ont tué sa sœur, voilà. Elle en veut contre le monde entier, ce qui est normal, vu ce qu'elle a vécu. Mais je trouve que, pareil, que Peter arrive à la calmer, mais c'est pas juste je te fais un discours de fin, et vas-y, tu retournes ta veste et tout le monde est gentil. Non, c'est plus subtil. Elle le suit tout le long du film, elle lui parle tout le long du film, ils ont une relation interposée un peu tout le long du film. Ils apprennent à se connaître un peu tous les deux, comme elle voit dans sa tête, elle comprend un peu ce que lui ressent. Lui, voilà, il fait des discours par rapport à la perte de proches, voilà. C'est très pareil, encore une fois, c'est bien amené, c'est bien fait, c'est cool. Bon, le film Spider-Man, et vous l'avez compris, j'ai très bien aimé. Par contre, ce film, eh ben, malheureusement, heureusement, je sais pas, mais en tout cas, il est ancré dans un univers, dans l'univers MCU, et donc il doit s'intégrer dans une espèce de continuité. Et c'est là où, pour ceux qui ont vu notamment mes reviews sur Daredevil ou sur le Punisher, vous allez comprendre, vous allez savoir à peu près ce que je vais vous dire. D'ailleurs, je vous mets un extrait, tiens, je vous mets un extrait du passage où je gueule un peu sur Daredevil concernant Spider-Man. Où est Spider-Man? Spider-Man, ça se passe avant, ça se passe après? C'est quoi, c'est le bordel? Où il était? Il est pas censé s'occuper de New York depuis 4 ans, lui? Il est pas censé être le Spider-Man du quartier, je sais pas quoi. Il est plus avec les Avengers, Spider-Man. Il est pas dans l'espace. Il est à New York, le gars. Qu'est-ce qu'il fout? Il y a la mairie qui... il y a une révolte à la mairie. Il y a le tribunal qui se fait prendre en otage. Il y a des super-héros qui sont... On parle de justiciers masqués. On est à New York. On ne parle pas une seule fois de Spider-Man. Même pas évoqué, même pas un bruit, rien. Et je vous parle de Spider-Man, mais il y a les Thunderbolts aussi. Les Thunderbolts, ils sont pas basés à New York, ils sont pas dans la tour Stark. Ils ont pas repris la tour Stark. Le Void, tout ça, ça se passait pas à New York. Chronologiquement, il va falloir nous expliquer parce que on est dans le MCU, ça y est, Daredevil, c'est plus. Fallait le laisser sur Netflix si c'était pour connecter à personne. Daredevil, je vous rappelle qu'il apparaît dans une scène de Spider-Man 3 de Way Home.
voilà, à ce moment-là, on s'est dit, ah putain, Daredevil, Spider-Man et tout. On attend une connexion entre ces deux personnages depuis 5-6 ans. Quand est-ce qu'est sorti Spider-Man 3? Voilà, donc c'était aussi mes attentes, de dire comment ils vont justifier ça. Bon bah là c'est un zéro pointé. C'est un zéro pointé, on va pas se mentir. Le film ne justifie rien. Je suis perdu dans cette continuité new-yorkaise. On a l'impression que les événements de Daredevil et les événements de Spider-Man sont dans deux univers complètement différents, alors qu'on a le même Punisher qui fait le lien entre les deux. Les gars, je comprends pas. Comment, comment, comment tu justifies que Spider-Man, depuis 4 ans, fait régner la loi, fait régner l'ordre, aide la population, aide les flics, aide tout le monde à ce que New York soit en paix et travaille jour et nuit, se confond même, se plonge entièrement dans la partie plus Spider-Man que la partie Peter Parker, et que t'es un Fisk au pouvoir qui fait n'importe quoi dans New York et qui veut interdire les super-héros masqués, et on n'est pas d'intervention de Spider-Man. Moi, je me suis dit que le film allait nous montrer un petit Daredevil. Putain, les gars, dans No Way Home, on a l'apparition de Daredevil pendant une scène. Et on se dit, waouh, trop bien, il peut y avoir une bête de connexion entre ces deux personnages. Non. Alors, je sais que Marvel, les plans de Marvel sont de vraiment réunir toute cette partie un peu street level, avec notamment Spider-Man, Daredevil, Punisher, les Defenders, tout ça avec des menaces plus terrestres et notamment new-yorkaises, un peu classiques. Mais là, c'était l'occasion de mettre ça en place un peu plus que juste le Punisher. Et c'est vraiment dommage. Et surtout, le début du film ne justifie pas l'absence de Peter Parker dans les événements de Daredevil. Et ça, c'est un zéro pointé, ça. En termes de continuité, qu'est-ce que vous foutez, les gars? Ne faites pas de séries si vous pouvez pas les intégrer correctement dans votre univers cinématographique. Voilà, c'est tout ce que... Alors, est-ce que c'est un défaut de la série de Daredevil? Est-ce que c'est un défaut de ceux qui gèrent la continuité chez Marvel? Est-ce que c'est Kevin Feige? Qui est le fautif? Je sais pas, mais en tout cas, ça va pas. Maintenant qu'on a ce film, le prochain film du MCU, c'est Avengers Doomsday. On en a parlé, on a réagi à la première bande-annonce. D'ailleurs, je vous invite à voir ma réaction à la bande-annonce d'Avengers Doomsday. Quels sont les liens de Spider-Man Brand New Day avec la suite du MCU et notamment les prochains Avengers Doomsday et Secret Wars? Et concrètement, en ce qui concerne Doomsday, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a juste, voilà, la Yelena qui est là, qui représente les New Avengers. On voit un plan à un moment de New York où on voit la nouvelle tour Avengers. Ok, on a cette fameuse scène post-crédit où à la fin on a juste via le dispositif que Ned a créé, qui est un espèce d'algorithme qui détecte une apparition de Spider-Man. On voit que un Spider-Man apparaît dans l'espace. Donc il y a plusieurs théories. Soit Peter, le Peter de Tom Holland là, part dans l'espace pour une raison X ou Y, ce qui va l'écarter complètement de l'intrigue du film Doomsday. Et il ne sera pas dans le film. Soit c'est un Spider-Man, un autre Spider-Man de type Andrew Garfield ou Tobey Maguire
qui apparaît dans l'univers, dans cet univers-là qu'on voit dans l'univers principal du MCU, quoi, Terre 616, si je dis pas de bêtises. Et donc ce serait potentiellement un Tobey Maguire qui apparaîtrait, pourquoi pas, dans le vaisseau des 4 Fantastiques auprès de Thor et de Captain America, potentiellement, voilà. Comme on sait qu'on va avoir des personnages d'autres univers qui vont arriver dans notre monde, est-ce que on va pas avoir un retour d'un Tobey Maguire ou d'un Andrew Garfield dans notre univers, et d'où ce signal. Ou alors tout simplement c'est Tom Holland qui part dans l'espace pour affronter un Docteur Doom, ou pour se rendre dans un autre univers, pour interagir avec Thor, Loki, je sais pas. Voilà, on sait pas. Mais là, on a plus l'impression que c'est une apparition que globalement juste un Spider-Man qui se déplace vers l'espace. Non, je pense plus que c'est une nouvelle apparition d'un nouveau Spider-Man. C'est la seule cacahuète qu'on a à se mettre dans le gosier pour théoriser sur Doomsday. C'est maigre, mais c'est comme ça. C'est un peu dommage. Je m'attendais à une scène post-crédit qui allait potentiellement nous en dire un peu plus sur l'intrigue ou sur une scène, un élément de Doomsday. Non, à part potentiellement que on a un autre Spider-Man qui arrive. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Bon voilà, globalement pour résumer, je vais vous résumer les points positifs, les points négatifs. Donc comme je disais, on a du Spider-Man à l'ancienne, ça fait plaisir. Une intrigue qui tient la route, un scénario qui est réfléchi, écrit, qui est vraiment cohérent, et ça c'est vraiment sympathique. Il y a plein de bonnes idées à droite à gauche, il y a plein de petites références, tout ça c'est cool. On a une Jean Grey magnifique, un jeu d'acteur, une interprétation super, un nouveau personnage qui donne envie de découvrir dans de prochains projets. Et le film traite super bien cette nouvelle relation avec MJ et Ned, donc génial. Pour résumer un peu les points négatifs de ce film, on n'a pas de musique particulièrement marquante, je pense que ça aurait pu élever le film à une ampleur encore plus grosse, tel un Avengers ou quelque chose où on a parfois des musiques qui viennent nous agripper, nous prendre les tripes. Ça manque un peu de ça. Ça manque aussi peut-être d'une grosse scène. Alors on a un Hulk qui est très sympathique, mais ça manque peut-être aussi d'une grosse scène de bagarre. Je pense que c'est réservé pour 2 prochains films Spider-Man. Je préfère mettre le scénario en avant plutôt que juste une grosse bagarre. Parce que si on a envie d'une grosse bagarre avec des Spider-Man, on regarde No Way Home et c'est très bien comme ça. Et malheureusement, pas de lien avec les anciens projets, pas trop de lien pour l'instant avec les prochains projets. C'est un peu dommage. Le film est un peu indépendant dans un univers très grand et surtout qui s'apprête à vivre de beaucoup de choses. Résultat, ma note sur ce film est de 18 sur 20. Les gars, j'ai kiffé. Franchement, ça faisait plaisir, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Je suis content quand même. J'hésite même à aller le revoir, mais après j'ai pas trop le temps, mais franchement je peux aller revoir le film ce soir, demain, après-demain. Ce genre de pépite comme ça là, ça fait trop du bien, c'est cool. Franchement ça, j'avais peur que avec Tom Holland, les Spider-Man Tom Holland, c'est toujours en demi-teinte. C'est à la fois cool parce que c'est du Spider-Man, mais c'est pas toujours génial. Là, c'est réussi, putain, c'est réussi. Vraiment, après, c'est mon avis, hein, mais je pense que le film risque de faire des entrées, de plaire au public, et enfin, Marvel recommence à nous faire des bons films, à se sortir un peu les doigts et à nous mettre des projets, nous mettre à l'écran des films qui sont étudiés, réfléchis, cohérents, et ça c'est cool. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film Spider-Man Brand New Day.
Prochainement, pour les prochaines vidéos, on va avoir... je vous réserve une petite vidéo sur One Piece un peu particulière pour tous les fans de One Piece. N'hésitez pas à vous abonner pour pas louper cette petit épisode un peu sympa sur One Piece. Je pense qu'on va avoir aussi la suite de la série des tier list sur les Pokémon. Voilà, j'ai fait Génération 1, Génération 2. Bon, je pense qu'il va y avoir une Génération 3 qui va arriver pas trop tardivement. Je travaille aussi sur une autre vidéo, je peux pas vous en dire beaucoup plus, mais globalement, une vidéo un peu où je vais vous conseiller quelques films sympathiques dans une catégorie bien particulière. Donc, voilà, je travaille sur tout ça. On aura aussi la série Green Lantern de ce nouveau DCU dirigé par James Gunn, voilà, où on a réagi à Superman, Supergirl récemment. Qu'est-ce que va donner cette série Green Lantern? Très hâte de voir ça. On en parlera ici sur cette chaîne YouTube. Si jamais cette review vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me ferait plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film. Réussite, déception, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs. Donnez-moi votre avis, on est là pour débattre en commentaire, en toute bienveillance. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, tchuss.